Mulhouse, où justement l'avion atterrit. Je suis en compagnie de ma mère et de mon neveu. Et là, on entend, au moment où l'avion se pose, quelques minutes plus tard, « Mesdames, Messieurs, sortez vos pièces d'identité, contrôle de gendarmerie à la sortie. » Donc là, je regarde ma mère et je dis « Bon, c'est pour moi. » Je l'avais un petit peu préparé, mais effectivement, dans l'avion, j'y croyais pas trop. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Il faut savoir, ça je l'ai su en sortant, qu'ils ont même dépêché l'armée devant l'aéroport de Bâle-Mulhouse. L'armée. Ils étaient plus d'une vingtaine de gendarmes juste pour moi, je ne sais pas combien il y en avait devant. Et donc je suis mis dans les locaux de la police aux frontières, je suis ramené, ensuite j'attends tout simplement, je crois que c'est à Mulhouse, donc j'attends que l'équipe de Paris vienne, et puis l'équipe de Paris arrive, je me retrouve menotté, les mains dans le dos pendant 6 heures, donc 6 heures de trajet, avec interdiction de boire, interdiction d'aller ne serait-ce qu'aux toilettes. Donc j'ai vraiment été traité comme un criminel. J'arrive à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, et là je tombe des nues. Je m'attendais à des tweets parce que j'ai quand même un franc-parler, j'ai une méthode d'écrire qui est très provoque, volontairement. Et là, qu'est-ce qu'on me reproche? Tout à l'heure, vous parliez par exemple des propos de Raïm Corsia qui disait « Tout le monde sera content quand Israël aura terminé le travail ». Et pour montrer que ces propos étaient choquants, j'avais fait une vidéo, c'est la première chose que l'on me reproche, où je dis tout le monde sera content quand le Hamas aura terminé le travail. Les civils israéliens assassinés, c'est quelque part un petit peu mérité. Mais je reprends mot pour mot l'intervention de Raïm Corsia. Et je continue en disant, mais ces propos vous choquent? Ce sont ceux tenus par Raïm Corsia, grand rabbin de France. C'était pour dénoncer le côté dégueulasse de ces paroles. Mais pas la bonne religion, pas la bonne couleur de peau. Et puis nous, quand on utilise justement l'ironie ou qu'on inverse un peu les termes, c'est pas autorisé. Raïm Corsia a été blanchi, j'ai fait 48 heures de garde à vue pour les mêmes propos. On me reprochera ensuite d'avoir, écoutez bien, en tant qu'élu de la République, je suis menacé de mort au quotidien depuis quasiment 2 ans. J'ai tout simplement, face à toutes mes plaintes classées sans suite, décidé de montrer publiquement ces messages que je reçois. Il y avait les pseudos effectivement de ceux qui me menacent. Eh bien, 2 d'entre eux ont eu le culot, ils ont eu raison du coup, l'audace de déposer plainte contre moi pour avoir affiché les menaces de mort qu'ils m'envoyaient. Et donc, on m'a expliqué, quand même assez dingue, que quand on menace un élu de la République de mort, eh bien, on risque une amende, mais quand moi, en tant qu'élu, je rends public ces menaces de mort, eh bien, ça s'appelle du doxing parce qu'il y a les pseudos de ces gens-là, et ils considèrent que ce sont la diffusion d'informations personnelles, et donc je risque, au moment où je vous parle, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende sur la base de ces faits. Donc voilà. On parlait du côté un peu politique. Donc, mais avant, je vais vous raconter ce qui s'est passé après cette garde à vue. Bon, la garde à vue a commencé avec les traditionnelles questions. Êtes-vous musulman? Ça paraît assez étonnant, et je leur dis que ça ne les regarde pas. On me répond oui, mais dans une vidéo vous le dites. Et je leur réponds, j'ai pas pour habitude de mentir. Et on me dit, mais quelle est votre pratique de l'islam? Qu'est-ce que le djihad pour vous? Qu'est-ce qu'être martyr pour vous? Et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'ils appellent la grande identité. Et donc, au bout de 48 heures de garde à vue, je vais être gardé 2 heures illégalement dans les locaux de la BRDP, puisque la loi est claire, une fois la garde à vue terminée, vous êtes transféré dans les locaux sous autorité judiciaire. Et j'ai été maintenu dans les locaux sous autorité, justement, des policiers. On m'a présenté un document antidaté, et donc forcément, moi je ne savais pas qu'il était antidaté, parce que quand je le signe, l'heure est correcte. Mais on me remettra en cellule pendant 2 heures, et donc on a lancé un certain nombre de procédures, justement, sur la base de ces faux qui ont été produits par des policiers. Et là, c'est un petit peu la douche froide, j'arrive au tribunal, je suis donc comparution immédiate, et là j'ai 5 avocats en face de moi, un lundi soir à 23 heures. C'était assez particulier, et très fatigué aussi, parce que je venais de passer 10 heures dans les cellules du tribunal, et puis donc face au juge, même mon avocat, eh bien tout simplement c'est assez agacé du fait que la défense n'avait pas la parole. Dès qu'on parlait, on était coupé, systématiquement. On n'avait pas le droit, nous, d'expliquer le fond du dossier sur la base en fait de ce que disaient les parties civiles. Parties civiles, on va les citer, le CRIF, Caroline Yadan, forcément la remplaçante de Meyer Habib,
on a eu l'organisation juive européenne, etc. Donc toujours les mêmes. Avocats sans frontières, de Golnadel, celui qui passe plus de temps sur CNews que devant les tribunaux. Et donc du coup, quand ils se rendent compte que leurs arguments ne tiennent pas la route, on a un avocat, Avner Doukan. L'avocat, initialement, dans une procédure qui me concernait il y a de ça quelques mois, qui représentait l'organisation juive européenne. Eh bien, ce monsieur, lors du premier procès, avait dit au juge, le jour où vous allez condamner monsieur Boudjekada, parce que si vous ne le faites pas, eh bien, on vous ramènera l'intégralité des présidents des associations juives de France. Mon avocat s'est levé, expliquant que c'était tout simplement des menaces à peine voilées concernant justement la présidence du tribunal. Mais cet avocat représentait désormais celui qui me menace de mort et qui me poursuit pour avoir diffusé ces menaces. Il se lève et explique en toute fin de plaidoirie qu'il faut me placer en détention provisoire, parce que forcément on a demandé un report vu la grosseur du dossier, qu'il faut me placer en détention provisoire parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement dangereux qui n'hésite pas apparemment à diffuser les adresses des écoles de citoyens juifs. Chose que je n'ai jamais fait, je vous le dis en toute franchise, avec le franc-parler qu'est le mien, je serais la plus grande des pourritures si je faisais ce genre de choses. Je ne l'ai jamais fait. Et pourtant, le juge a eu la malhonnêteté de ne pas exiger, eh bien tout simplement, des éléments matériels venant attester de tout cela. Il a dit j'en prends note. Et quand je demande à contester, on me l'interdit. Donc un lundi soir, en 23h, en à peine 10 minutes, j'ai été placé en détention provisoire, envoyé à Fleury-Mérogis, donc l'une, si ce n'est la plus grande prison d'Europe, placé immédiatement à l'isolement, où j'ai passé 1 mois, je devais y passer 2 mois, j'ai fait appel et j'ai réussi à en sortir. Placé à l'isolement au milieu de pédophiles, tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle en 1 mois je ne suis pas sorti une seule fois de ma cellule si ce n'est pour aller au tribunal, parce que je ne voulais pas côtoyer des gens que je combats au quotidien. Donc voilà un petit peu, j'ai fait ma demande de mise en liberté, les questions traditionnelles, hein, est-ce que le Hamas est un mouvement de résistants, etc. Et ce que j'aime bien expliquer aussi, c'est que, vous savez, avec moi, il y a juste ouvert un dictionnaire. Un terroriste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui utilise la terreur pour atteindre ses objectifs. Est-ce qu'on peut considérer que le 7 octobre, eh bien, on n'a pas utilisé des câlins et des bisous? La réponse c'est oui. Est-ce que pour autant on peut parler de terroristes? Je ne le crois pas. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'un résistant? Un résistant, c'est quelqu'un qui résiste à quelque chose ou à quelqu'un. Et donc, quelles que soient ses méthodes, le Hamas résiste-t-il à un occupant et à Israël? La réponse c'est oui. Donc, il faut aussi savoir mettre les justes termes face à tout cela. Et à ma grande surprise, en tenant ce discours, donc ça donne aussi un peu espoir en certains magistrats, j'ai été relâché mais à moitié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas le droit, moi, personnellement, de diffuser quelque contenu que ce soit sur les réseaux sociaux, jusqu'au 3 juillet. Et puis, contrôle judiciaire, je dois pointer chaque semaine. À titre de comparaison, dans mon département, on a un magistrat spécialisé dans la défense des enfants et de leurs intérêts, qui proposait sa fille de 13 ans sur des sites libertins. Il a pris 1 an de prison avec sursis. Voilà. Quand on a dit ça, on peut se poser légitimement la question des priorités de notre système judiciaire, avec de véritables tordus, permettez-moi le terme, qui sont en liberté, et des gens qui défendent aujourd'hui des gamins qui se font massacrer, notamment une population civile qui est spoliée, humiliée, massacrée depuis cette décennie et demie, et qui se retrouve traitée en véritables voyous. Et donc, je tiens aussi à préciser qu'à côté de cela, j'ai lancé pas mal de procédures, notamment une qui suit son cours aujourd'hui, qui n'a, à ma grande surprise, pas encore été classée, auprès notamment du tribunal administratif de Paris, également une plainte au pénal auprès de la procureure de la République de Paris pour complicité de crimes de guerre par inaction concernant la non-application du mandat d'arrêt contre Netanyahou lorsqu'il revenait de Hongrie et qu'il a en toute impunité traversé l'espace aérien français. C'est un véritable scandale et la France a violé ses obligations qu'elle a vis-à-vis de la Cour pénale internationale et c'est un véritable scandale.